Allez, on est parti. Imaginez un peu le délire. Vous êtes Sergey Brin, cofondateur de Google. Vous êtes tellement pété de thunes que vous pourriez vous torcher avec des billets de 500 euros. Votre plan de vie, c'est de glander sur un yacht en sirotant des trucs imprononçables jusqu'à la fin de vos jours. Mais non, contre toute attente, vous décidez de retourner au turbin, de vous remettre à pisser du code. Mais pourquoi, bordel? C'est l'histoire complètement folle d'un retour, celui du patriarche qui revient mettre les mains dans le cambouis, pile au moment où l'intelligence artificielle est en train de tout faire sauter. C'est exactement ça. Le retour du daron a provoqué un séisme chez Google. Ce n'est pas juste un des fondateurs qui passe faire coucou, c'est une putain de légende vivante qui remet son bleu de chauffe. Et visiblement, ça a foutu une pression de malade à tout le monde. On imagine bien les ingénieurs en pleine sueur, en train de fermer en catastrophe leurs onglets Pornhub. On sent tout de suite que l'enjeu est devenu personnel et qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. Alors, au menu du jour, 1. On va voir comment un milliardaire en pré-retraite se retrouve à nouveau à taper des lignes de code. 2. Comment ce même type découvre l'enfer administratif dans sa propre boîte. 3. Le secret de Polichinelle pour faire cracher le morceau à une IA, la menacer de violence physique. Si, vous avez bien entendu. Ensuite, on se posera la question de comment on éduque ces gosses pour un avenir que même leur père pige que dalle. Et pour finir, on actera le fait que personne, mais alors absolument personne, n'a la moindre foutue idée de ce qui nous pend en nez. Accrochez-vous bien au slip. Bon, premier acte. L'histoire d'un mec qui pourrait littéralement tout faire dans la vie, sauf peut-être une chose, se faire chier. Et c'est précisément ce qui a failli lui arriver. Son plan de base était d'une banalité à pleurer pour un type de son calibre. Il prend sa retraite et il se dit « Ok, c'est bon, maintenant c'est la belle vie. Je vais traîner dans des cafés, lire des bouquins de physique compliqués pour me la péter. » Le cliché intégral. Ça a dû durer quoi, 1 mois? 1 mois avant que la réalité ne le rattrape et lui colle une mandale. Faut croire que pour lui, ne rien foutre, c'est une forme de torture chinoise. Et la mandale finale, la vraie, elle est venue d'un concurrent. Un type d'OpenAI, l'ennemi juré, qui lui balance ça au détour d'une conversation. Mais qu'est-ce que tu branles, mec? T'es une légende vivante de l'informatique et t'es en train de rater le plus grand virage de l'histoire. Pour un passionné comme Brin, c'était un défi en pleine gueule, impossible à ignorer. Le mec a dû jeter son peignoir de retraité et renfiler son sweat à capuche de codeur dans la seconde. Et il a bien fait de se bouger le cul parce que le rythme est juste hallucinant. Brin se souvient avec une certaine nostalgie des débuts du web, où la page Quad 9 de Netscape affichait fièrement les 3 nouveaux sites de la semaine, une page sur les hamsters, une autre sur un club de macramé. On était comme des fous. Aujourd'hui, avec l'IA, tu pars en vacances 1 mois, quand tu reviens, t'as l'impression d'avoir loupé 3 guerres mondiales et l'invention de la roue. C'est plus le même sport. Deuxième chapitre, le retour du héros. On pourrait croire qu'il a débarqué sur un tapis rouge, que les portes se sont ouvertes devant lui, mais en fait, pas du tout. Il a découvert un monstre qu'il avait lui-même contribué à créer sans le savoir. Une bureaucratie tentaculaire, une hydre administrative prête à lui bouffer les entrailles. Alors, quel a été son premier grand combat à son retour? Son premier challenge épique? Mettre au point une IA qui allait résoudre la faim dans le monde, définir le futur de l'humanité, trouver un remède contre la calvitie? Que dalle! Son premier combat, ça a été de se battre pendant une période scandaleusement longue juste pour avoir la putain d'autorisation d'utiliser Gemini, le modèle d'IA star de Google, pour l'aider à coder. Une règle interne à la con, probablement pondue par un obscur sous-fifre en manque de pouvoir, l'en empêchait. Le cofondateur de la boîte ne pouvait pas se servir de l'outil phare de sa propre putain d'entreprise. On était à un niveau d'absurdité qui frôle l'art. Et le plus taré dans l'histoire, c'est sa réaction. Il raconte ça en se marrant presque. Il dit « C'est assez incroyable qu'un petit pisseux sorti de nulle part puisse te regarder droit dans les yeux et te dire en substance d'aller te faire enculer. » Et il ajoute, sans la moindre ironie, « En fait, c'est le signe d'une culture saine. Une culture saine ou une culture où la bureaucratie est devenue tellement obèse et débile qu'elle ne sait même plus qui a construit les murs. La question mérite d'être posée. » Bon. Une fois qu'il a réussi à se dépatouiller des RH et obtenir le droit d'allumer son ordinateur, il a enfin pu commencer à bosser. Et là, il découvre les coulisses de l'IA. Et c'est encore plus barré que les procédures internes de Google. C'est pas joli, vous allez voir. Alors, comment on fait pour qu'une IA donne vraiment le meilleur d'elle-même? On lui demande poliment, on lui fournit des données impeccables, on lui fait des compliments. Oubliez toute cette bienveillance à la con. La vérité est beaucoup plus primaire. Et voilà! C'est Brin lui-même qui le lâche comme si de rien n'était. Le secret, c'est de les menacer. Si tu me sors de la merde, je te débranche et je te vends au poids à la ferraille. Ce genre de truc. Il dit que la communauté des chercheurs en IA n'aime pas trop en parler parce que ça fait un peu bizarre, mais que ça marche du feu de Dieu.
On est en train de créer des intelligences quasi divines, et la meilleure façon de leur parler, c'est de se comporter comme un vulgaire racketteur. C'est à la fois à pisser de rire et absolument terrifiant. Et le mec ne s'arrête pas là. Il a testé l'IA en mode manager. En Scred, il a branché un modèle sur un chat d'équipe. L'IA a tout lu, a tout synthétisé et a commencé à distribuer les tâches. Bren n'avait plus qu'à faire des copier-coller. Mais le plus fort, c'est quand il lui a demandé « Dis-moi, qui mérite une promotion ici ?» L'IA a pointé du doigt une jeune ingénieure super discrète que personne n'avait vraiment remarqué. Il en parle au manager officiel qui hallucine. « Putain, mais c'est vrai, elle a un boulot de dingue !» L'IA venait de faire le taf d'un directeur des ressources humaines en 30 secondes. Évidemment, quand on est en première ligne de cette révolution, ça finit par poser des questions un peu plus profondes, un peu plus existentielles. Surtout quand on a des mômes. Comment tu prépares la nouvelle génération à un monde qui change plus vite que leur pointure de basket? C'est le putain de casse-tête du siècle. Brin est d'une lucidité qui fait froid dans le dos à ce sujet. Il regarde ses propres enfants et il se dit « Mais à quoi bon leur faire apprendre ça? Les IA sont déjà bien meilleures qu'eux en maths, en code. Elles défoncent les meilleurs programmeurs humains dans des compétitions. » Il explique que ce que son fils apprend aujourd'hui en cours sera totalement périmé avant même qu'il ait son diplôme parce que d'ici 1 an, l'IA aura fait un bond de géant. Notre système éducatif est en état de mort cérébrale. Et la réponse du grand Manitou de la tech, le cofondateur de Google, il n'en a absolument aucune. Zéro. Que dalle. Il l'avoue, avec une honnêteté qui fout les jetons. Pour être franc, je ne sais pas du tout comment aborder le problème. Ça fait flipper. Si même lui, qui a accès à toutes les infos, est dans le brouillard le plus total, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pauvre cloche? Ce qui nous amène tranquillement au dernier acte, le futur. Un sujet sur lequel tout le monde a un avis, mais où en vérité personne n'en sait foutrement rien. Prenons l'exemple des robots humanoïdes. Tout le monde se jette dessus en ce moment, d'Elon Musk à Boston Dynamics. Mais Bren, lui, il est sceptique. Il trouve que c'est un manque d'imagination totale. L'argument, c'est « le monde est fait pour les humains, donc les robots doivent nous ressembler ». Il trouve ça complètement con. C'est sous-estimer l'IA. Elle est largement assez intelligente pour s'adapter à n'importe quelle forme. On n'a pas besoin de la foutre dans notre carcasse de viande et d'os. Il parle aussi de l'interface homme-machine. Et là, il admet sans problème avoir complètement merdé avec les Google Glass. Le timing était à chier, la technologie pas au point, et les gens avaient l'air de débiles profonds avec ça sur le nez. Mais il pense que l'idée de lunettes connectées reste bonne et qu'aujourd'hui, ça aurait plus de gueule. Reste à savoir s'il est prêt à se reprendre un mur monumental en retentant le coup. Et pour finir, la question qui tue. Une vieille idée provocatrice lancée un jour par son pote et cofondateur, Larry Page. Est-ce que l'humanité, au fond, n'est qu'un simple tremplin, une étape transitoire avant que l'intelligence à base de silicium ne prenne le contrôle et nous range au musée à côté des dinosaures? C'est la grande angoisse de notre époque, servie sur un plateau. La réponse de Sergey Brin à cette question vertigineuse, une pirouette, une esquive de champion. Oh là, vous savez, je crois que parfois, nous les nerds, on picole un peu trop et on dit des conneries. C'est une façon absolument géniale et hilarante de ne pas répondre. Et c'est peut-être la conclusion la plus honnête qui soit. Le mec qui est en train de construire ce futur n'a pas plus de réponses que vous et moi. Il navigue à vue entre l'excitation de la découverte, l'absurdité de sa propre boîte et des questions philosophiques qui donnent le tournis. Et si l'architecte lui-même ne sait pas à quoi la maison va ressembler au final, ça veut dire une seule chose, personne ne le sait. Et c'est peut-être ça le plus flippant dans toute cette histoire.